Mesdames et messieurs, bonsoir, salam alaikum, Zulf Laouen. Nous allons revenir aujourd'hui sur l'actualité politique en Algérie. Tebboune, qui préside son premier conseil des ministres, président ce premier conseil justement des ministres quelques jours seulement après sa désignation, il a affirmé que la nouvelle République doit se focaliser sur l'instauration de l'état de droit qui garantit l'indépendance de la justice et la promotion de la véritable démocratie participative, favorisant l'épanouissement social et politique. Parole derrière le Hirak. Nous tenterons aussi avec nos invités de revenir sur ce sujet des détenus d'opinion. L'étudiant Mohamed Amin Ben Alia a été condamné ce dimanche 19 janvier par le tribunal de Biskra à 18 mois de prison ferme et une amende de 100 000 dinars, a annoncé le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. De son côté, le procureur de la République, près le tribunal d'Annaba, a requis aujourd'hui aussi une peine de 6 mois de prison ferme, assortie d'une amende de 100 000 dinars algériens à l'encontre du journaliste et rédacteur en chef du journal Le Provincial, nous rapporte la même source. 20 manifestants arrêtés vendredi dernier lors de la 48e marche populaire contre le pouvoir en place ont été présentés ce dimanche aussi, 19 janvier, devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed, avant de passer en comparution directe devant le juge. Pour finir, nous parlerons de l'avenir du Hirak, de la Révolution, et en illustration, la manifestation le dimanche de Paris, et surtout, un rassemblement a été organisé aujourd'hui, 19 janvier, par des ressortissants algériens devant le siège de la chancellerie fédérale à Berlin, en Allemagne, pour protester contre la participation de Tebboune, qui considère illégitime au sommet sur la Libye. À Berlin, le Hirak aussi est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Nordine Aoussat, écrivain, conférencier. Monsieur Aoussat, bonsoir. Bonsoir. Merci Sil Hussein pour cette invitation.
Avec nous aussi Houssine Djidel, anthropologue. Monsieur Djidel, bonsoir. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Avec nous aussi Hassan Hirsch, analyste politique. Monsieur Hirsch, bonsoir. Bonsoir, et je me retrouve parmi trois Houssine. Heureusement que je suis très proche, c'est Hassan, donc ça va. Bon, ça va. Bonsoir aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci. Avec nous aussi Badardine Boualeg depuis Alger, avocat, défenseur des droits de l'homme. Monsieur Boualeg, bonsoir. Mazel, il n'est pas encore avec nous. Karim Neit Ousliman, militant politique, est avec nous depuis Berlin. Karim Neit Ousliman, bonsoir. Bonsoir Houssine, bonsoir à tous les téléspectateurs ainsi qu'à tous les invités sur le plateau ou par téléphone. Alors, on va commencer par vous, Karim Neit Ousliman, puisque vous êtes un peu pressé. Karim, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Berlin? Écoutez, aujourd'hui à Berlin, il y a eu un grand rassemblement de la diaspora algérienne qui sont venus de toutes les capitales mondiales, des plus grandes capitales mondiales. Et il y avait des gens qui sont venus de l'Autriche, il y avait d'autres qui sont venus d'Espagne, d'Italie, de France, de Belgique, de Suède, du Danemark, d'Angleterre bien sûr. Donc tout ce beau monde est venu aujourd'hui pour contester la venue du président désigné, Abdelmajid Tebboune, à Berlin. Oui, comment était justement le rassemblement, Karim Neit Ousliman? Sincèrement, le rassemblement était vraiment magnifique. C'était un jour historique où l'Algérie a encore une fois gagné. La diaspora algérienne a montré son attachement indéfectible à la cause du peuple algérien. Donc toujours, la diaspora continue de soutenir par le hirak de la diaspora ici en Europe. On soutient bien sûr au hirak du peuple algérien qui dure maintenant depuis 48 semaines. Donc, on a remarqué aujourd'hui, par exemple, une très très forte détermination, malgré la distance, malgré le froid aussi, parce qu'il faisait très froid aujourd'hui. Nous avons vu quand même une présence, une détermination très forte, à l'image de la détermination du peuple algérien en Algérie. Et je crois que tous les espoirs sont permis désormais. Et vu la mobilisation d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, malgré le froid et la distance, je crois que le hirak est vraiment entré dans sa deuxième phase, si on peut dire, et que ça va continuer très très fort. Et le tassaïd, ou l'escalade, a déjà commencé. Justement, Karim Neit Ousliman, est-ce que les Algériens, les ressortissants sont toujours sur place? Est-ce qu'ils partiront ce soir? Est-ce que vous passez encore la nuit là-bas? Moi, personnellement, pour parler de mon cas et de mes amis qui sont partis avec moi, nous sommes partis. Donc, nous sommes déjà sur le chemin du retour vers Paris. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont rester sur place et d'autres vont tout simplement reprendre le chemin du retour parce qu'il y en a qui sont venus quand même par bus. Vous savez très bien que c'est demain lundi et donc dans les capitales européennes, la plupart des gens vont travailler demain. Mais quand même, et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant parce que, par exemple, j'ai parlé avec une personne qui est venue de Suède. Elle a fait 2000 kilomètres. Elle a fait 2000 kilomètres pour venir participer au rassemblement et repartir. Et ça, c'est magnifique. Donc, vraiment, c'était un jour historique, comme je l'ai dit, où l'Algérie a gagné. L'image de l'Algérie a encore été redorée par ce hirak. Et je pense que c'est une très bonne chose que la diaspora se mobilise de la sorte. Et il y a déjà des appels qui sont lancés aujourd'hui pour refaire la même chose, probablement le 22 février qui tombera un samedi. Et donc peut-être il y aura une énorme marche mondiale à Paris, en France. Merci Karim Neit Ousliman, une prochaine fois. Merci à vous. Au revoir. Hassan Hirsch, donc Tebboune à Berlin, pourquoi? Parce qu'il a été invité tout simplement. Beaucoup ont été invités. Le oui. président de la Tunisie ne voulait pas y aller. Après, bien sûr. Après, malheureusement, sa présence ne veut pas dire une véritable présence politique. Oui. Parce que l'Algérie est totalement affaiblie. On n'a pas un pouvoir légitime. Donc on n'a pas d'alliés. Pardon ? Aucun poids politique dans cette visite ? Non, malheureusement, face aux deux camps, d'un côté le Qatar et l'Égypte, de l'autre
non, d'un côté, Turquie. pardon, le Qatar et la Turquie, et de l'autre, l'Égypte et puis les Émirats, l'Arabie Saoudite. Là, malheureusement, l'Algérie ne pèse pas grand-chose. Elle a perdu son poids politique international au fur et à mesure que la dictature s'est instaurée dans le pays. Donc la voix du FLN, de la guerre de libération nationale, qui était vraiment porteuse à l'échelle planétaire et qui a fait de l'Algérie un pays complètement respecté. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas l'Algérie de Bandung, c'est une Algérie totalement affaiblie, qui n'a pas du tout d'alliés. Aujourd'hui, on voit très bien. L'Algérie a été invitée, mais de façon totalement marginale, et elle n'a pas du tout, je veux dire, de message ferme à faire passer, ni à Berlin, ni ailleurs, malheureusement. D'autant plus que c'est une histoire qui nous concerne, nous, en tant qu'Algériens. Oui. Nous avons un État en déliquescence totale à nos frontières. Nous partageons 1 millier de kilomètres avec la Libye. Et on sait qu'il y a une menace véritable, une menace à la fois sécuritaire, mais à la fois aussi économique, géopolitique, etc. Donc l'Algérie devrait avoir son mot à dire dans le conflit libyen, mais encore une fois... Mais est-ce qu'elle l'aura ou pas, justement? C'est la question. Est-ce qu'elle aura ce mot ou pas? Je pense que quel que soit son discours, il ne sera pas pris au sérieux à partir du moment où il n'y a pas une légitimité, qu'il n'y a pas un peuple derrière. Dès lors qu'un pouvoir, quel qu'il soit, pas seulement en Algérie, dès lors qu'un pouvoir n'a pas son peuple derrière, qu'il n'y a pas une détermination... Une légitimité. Bien sûr, il n'y a pas une détermination d'un peuple derrière un dirigeant. Il va aller timidement, au contraire, il va quémander plutôt une légitimité qu'il n'a pas à l'intérieur, il va la quémander à l'extérieur. Je pense que c'est une occasion, effectivement, pour lui de rencontrer un certain nombre de dirigeants et de se donner une allure de président fréquentable. Monsieur Aoussat, est-ce que justement Tebboune réussira à quémander cette légitimité à l'échelle internationale, cette légitimité qu'a perdue justement à l'échelle nationale? Enfin, il ne l'a pas. Oui, j'aimerais juste rajouter quelque chose en ce qui concerne la Tunisie. Ils ont refusé de participer. Oui, l'invitation était tardive. L'invitation est pour 2 raisons. Oui. L'invitation est arrivée tardivement, oui. Une fois que tous les invitations ont été faites. Et deuxièmement, parce qu'il y a eu une réunion préparative à la réunion d'aujourd'hui, qui a eu lieu au mois de septembre, et donc tout est déjà fait. Là, c'est juste une réunion protocolaire pour sceller ce qui a été déjà négocié et convenu en coulisses. Ce qui signifie que même l'invitation de l'Algérie, pour répondre à ta question, Hossein, c'est que là, tout a été fait pendant que l'Algérie était occupée à préparer justement la désignation de Tebboune. Donc il aura juste des réunions protocolaires et encore, s'il arrive à, je dirais, trouver des moments pour se photographier, se prendre en photo avec quelques responsables chefs d'État présents pour faire investir tout cela dans la propagande. Je pense que c'est la seule chose qu'il pourra réaliser et encore. Hossein Djidel. Moi, je pense, je vais me parler en tant que spécialiste de la Libye. Hein. Oui, donc, je suis en relation quotidienne avec la Libye. D'ailleurs, quelques minutes avant d'arriver, j'étais en contact direct avec la Libye. Donc, je dis que, en ajoutant, c'est que Tebboune, il a été invité pour la simple et unique raison, c'est qu'on va lui confier, dans le cas où les pays intervenants dans le conflit libyen arrivent à avoir un avis commun, d'attribuer à l'Algérie un rôle. L'Algérie, qui a commis l'erreur stratégique de soutenir Haftar jusqu'au août 2014, d'être contre la révolution libyenne, qui s'est retiré de la région et de l'espace international, se trouve aujourd'hui devant une menace géopolitique importante
un pays comme l'Algérie, comme disait Hassan Hiresh, que la révolution lui a donné une respectabilité incroyable, se trouve inacte, impuissant devant un État qui a été créé il n'y a même pas 30 ans, c'est les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, c'est quoi? C'est le Harrach, quartier al-Harrach, c'est tout. Ouais. C'est quoi? Un État comme ça, qui fait la pluie, le beau temps dans la région, qui peut menacer d'une manière ou d'une autre la sécurité des Algériens, pas du régime. Hein. Donc il faut faire la différence entre la nation et le régime. Donc, mais pour les préparatifs de Berlin, pour être plus clair, il n'y a pas vraiment de préparatifs, il n'y a pas de décision qui a été prise. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'instant où on parle, il n'y a pas de décision qui a été prise. Pour la simple raison, c'est que les éléments ou les États présents ne sont pas d'accord sur la solution. Et puis, la solution ne sera jamais de Berlin. On a assisté à Paris 1, Paris 2, à Palmero, aux accords d'Abu Dhabi. Et donc, l'Algérie n'aura pas vraiment un rôle décisif, mais elle a un rôle important, dans le sens où c'est que l'Algérie qui refuse une intervention, une solution militaire, qui refuse l'intervention des pays étrangers de la région dans le conflit libyen, renforce en quelque sorte l'axe de Tripoli, qui représente la grande partie du peuple libyen. Et le fait d'écarter la Tunisie et le Maroc aussi, le Maroc qui a accueilli le traité de Skhirat en 2015, ça a été fait juste pour affaiblir l'axe anti-Haftar, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie, la Turquie, le Qatar qui s'est retiré, elle n'est plus comme avant. D'ailleurs, elle n'a pas été invitée. Hein. Donc, ça a été affaibli en écartant la Tunisie, alors que c'est un pays qui est directement concerné par la Libye. On a écarté le Maroc. Et l'Algérie, elle ne peut pas mettre son poids dans le conflit libyen pour deux raisons. Elle n'a pas un pouvoir, elle n'a pas une vision. Il n'a pas un pouvoir, elle n'a pas un pouvoir légitime, elle n'a pas une vision. Il n'y a pas dans la sphère qui décide les questions sécuritaires une unanimité de position. La position officielle exprimée qui on refuse, mais il y a dans l'appareil militaire algérien des pro-Haftar. Ça, il faut bien le dire. Mais pourquoi l'Algérie n'a pas de vision? C'est très grave, ça. N'a pas de vision, parce que si l'Algérie avait de vision, Haftar ne serait jamais arrivé à là. Les Émirats Arabes Unis n'auront... Comment se fait-il? Si on avait un rôle, les Émirats Arabes Unis, ils viennent de... Non, avoir un rôle et une vision, c'est pas la même chose. Non, mais déjà, avoir une vision, comment on va régler ce conflit? La vision, c'est quoi? L'Algérie, elle s'abrite derrière le fait que nous, on ne peut pas intervenir hors les territoires nationaux. Oui, c'est une bonne position. Mais 1600 km quand même de frontières. Voilà. Mais quand des gens menacent directement la sécurité des Algériens. Absolument. Le pouvoir algérien a réagi quand il y avait un danger contre le régime, mais pas contre le peuple algérien. Aujourd'hui, c'est la sécurité des Algériens qui est mise en cause. L'Algérie n'a pas mis son poids dans la question, moi-même, je vous le dis, je suis allé en 2016 à Tripoli et j'ai rencontré beaucoup de responsables libyens, des hommes politiques, des activistes, etc. Et en retour, j'ai demandé aux Algériens d'aider le peuple libyen uniquement, accueillir par exemple les cadres libyens et les former. Les Libyens nous ont demandé, montrez-nous comment on gère une commune, montrez-nous comment on gère une université, ils n'ont rien. Les Algériens n'ont pas bougé du tout, parce que les militaires qui gouvernent l'Algérie, ils étaient dans un autre monde, c'est le monde de business et le monde de leurs propres affaires, ce n'est pas le monde du peuple algérien. Donc, Tebboune, il n'aura pas cette légitimité pour la simple raison, parce que, comme disait Hassan, quand vous n'avez pas de légitimité à l'intérieur, vous ne pouvez jamais l'avoir à l'extérieur. Ils ne prennent pas au sérieux. Et la preuve, y a-t-il un responsable étranger qui a assisté le jour où on a comment dirais-je,
nommer, pour désigner le Tebboune président. Personne. Aucun pays, y compris l'Allemagne qui a invité. Personne. Juste Oui, monsieur rajouter un mot là-dessus. Oui. Le problème, c'est que non seulement l'Algérie n'a pas de vision, poids, n'a pas de rôle. Oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais c'est qu'en plus, elle fait partie de deux ensembles géopolitiques importants, à savoir l'Union africaine et puis la Ligue arabe. Oui. Et ni dans un cas ni dans l'autre, elle a un poids significatif. Dans la Ligue arabe, c'est l'Arabie saoudite qui mène véritablement la danse. Oui, et l'Égypte. Et l'Égypte, effectivement. Oui. Et l'Union africaine, on voit très bien comment le Maroc prend de plus en plus de place, de la surface politique. On voit d'ailleurs qu'il y a deux pays supplémentaires, la Guinée, je ne sais plus quel autre pays, qui viennent d'ouvrir des consulats au Sahara occidental, ce qui signifie évidemment un affaiblissement constant, constant de la position algérienne au sein de l'Afrique. Donc à partir du moment où dans aucun ensemble géopolitique l'Algérie n'a de poids, donc il est évident qu'à Berlin, elle aura un rôle de figurant. Et nous, évidemment, nous le déplorons totalement parce que l'Algérie ne mérite pas cette humiliation. Nous le déplorons justement, c'est ce qu'a fait le peuple algérien, du moins les ressortissants algériens qui habitent un peu en Europe, qui sont déplacés aujourd'hui justement à Berlin. Je pense que cette détermination du Hirak à aller à Bruxelles, à aller à Berlin, et puis un projet aussi d'aller à Genève, je pense que c'est un message très fort. Je pense que le combat doit absolument se poursuivre, puisque la même politique est poursuivie. Donc nous sommes dans une configuration où le pouvoir illégitime aujourd'hui, qui essaye de reprendre la main sur les affaires politiques, je pense que nous devons absolument poursuivre le combat, lors même qu'un certain nombre de politiques essayent d'expliquer leur petite lâcheté en disant que c'est le dialogue, il faut s'ouvrir, etc., etc. Mais c'est au pouvoir qui, aujourd'hui, continue d'emprisonner, continue de réprimer, continue d'avoir une position totalement psychorigide et continue d'avoir absolument la même politique vis-à-vis du peuple algérien, c'est-à-dire l'exclure de sa souveraineté. C'est à lui de faire le premier pas. Et le Hirak a toujours tendu la main de ce point de vue-là. Il veut un changement important, un changement des institutions, un changement au niveau de l'État, un changement de la politique, l'arrêt de la répression. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse très très attention. Ceux qui aujourd'hui trouvent des prétextes pour dire qu'il faut quand même dialoguer, etc. Ok, mais sur quelle base? Les bases n'ont pas changé. On va revenir justement aux négociations. Ce qui était valable il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois est toujours valable aujourd'hui, fin janvier. Et apparemment, la même voie est poursuivie par le régime en place. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas un esprit d'ouverture, il est extrêmement difficile de parler de dialogue parce que c'est tout simplement faire des concessions à un pouvoir qui cherche la légitimité. En allant voir le président aujourd'hui, c'est lui donner de la légitimité et c'est participer aussi à la division du Hirak, comme l'espère le régime en place. Heureusement, il y a une détermination du peuple algérien, nous l'avons vu. Vous dites le président quand même, M. Haj. Oui, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? Cette question maintenant qui se pose, absolument. je la vois sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est président? Est-ce qu'on doit travailler avec ça? C'est un président illégitime. Oui. C'est un président, mais illégitime. Voilà. Mais s'il occupe illégitimement un poste, comment on l'appeler? On va bien inventer un autre Donc, substantif. Le président ne signifie pas qu'il y a beaucoup de présidents dans le monde qui n'ont pas de légitimité. Beaucoup, oui. Oui, c'est pour autant, on dit les chefs d'État, on dit etc. Nous, on n'a pas vraiment de l'État, on n'a pas un président parce qu'il est illégitime, on doit utiliser une terminologie qui
qui juste désignait la façade civile du régime militaire. Le Tebboune, monsieur Aoussat, la portée politique justement de ce rassemblement aujourd'hui à Berlin. Est-ce que le régime va comprendre ce message ou il va continuer à sortir les fameuses phrases « c'est Ayadil Ajnabiya, c'est Zouaf, c'est les ennemis de l'État » Je dirais que le déni et le mépris que l'État a affiché, je ne vois pas pourquoi il va le changer. Il est toujours dans le déni de la réalité. Il ne reconnaît pas que le système qui a prévalu de 62 jusqu'à, je dirais, janvier 2019, ça y est, il est caduc, il est fini, ça y est, il a fait faillite, il est arrivé à sa fin, il est mort. Ils ne peuvent pas le ressusciter. Ça, d'une part, ce déni-là, je ne pense pas qu'ils vont changer. Et le mépris pour la détermination du peuple qu'on ne peut l'exprimer d'aucune autre manière dans la durée, dans, je dirais, le nombre. Tout ça, le peuple a montré sa détermination à aller au changement et l'État, le pouvoir, le système politique, il va toujours continuer à mépriser cette détermination. Et ils vont continuer à le faire. Est-ce qu'on est dans une logique de normalisation des deux bords ? Normalisation des deux bords, non, je ne pense pas. Parce que de toutes les manières, pour ce qui est de la part, le bord de l'État, ce n'est pas une normalisation. On ne normalise pas quelqu'un, on est hors norme. Le système, il est fini, ça y est, ce n'est pas une crise politique, une crise constitutionnelle, une crise, je dirais, d'un système. C'est un système qui a fait faillite. Qui a fait faillite. Donc, il faut tout débarrasser et refonder, reconstruire, rebâtir un autre système politique. C'est ce que le Hirak, le peuple, a exprimé de façon simple, avec Itn Hawga, Tarhlou, ou avec d'autres slogans. Donc, on est là. Et ça, du côté du pouvoir, normaliser, on ne normalise pas quelque chose qui est fini, qui a failli. Et du côté de Hirak, le Hirak, c'est tout, je dirais, un débat. On ne normalise pas. Tout à l'heure, le frère l'a dit, Slimane, quand il a parlé de Tas'id, on essaye toujours de retrouver un autre souffle, de rebondir, de encore accélérer, parce qu'on sait que le but n'a pas encore été réalisé. Et tant qu'il n'a pas été réalisé, il n'y a rien à normaliser. Au contraire, il faut trouver d'autres moyens pour aller de l'avant jusqu'à arriver au but. D'autant plus, juste vraiment un petit mot pour compléter ce qui vient d'être dit. D'autant plus qu'on s'achemine vers le 22 février, qui sera l'anniversaire des premières manifestations grandioses du peuple algérien dans sa globalité. Même si on sait très bien que ça a commencé le 16 à Kharrata, ensuite le 19 à Khanchla, etc. Mais massivement, l'Algérie, c'est la date du 22 qui va rester symbolique. Et donc, il y aura une très très grande manifestation. Ceci dit, pour répondre juste en une phrase, oui, il y a une tentative de normalisation de la part du pouvoir, puisqu'il invite un certain nombre de personnalités. En fait, il fait, comme on dit en psychologie, il fait comme si. Il fait comme si, ça veut dire qu'il y a eu des élections, comme si le peuple algérien ne les avait pas rejetées. Il y a eu la formation d'un gouvernement comme si les Algériens ne l'avaient pas rejeté. Il fait comme si tout se passait normalement, justement, d'un point de vue institutionnel, alors que chacun sait, le monde entier sait, que c'est une farce, que c'est de la comédie, que c'est une orchestration théâtrale. Et donc, effectivement, il y a une tentative de normalisation de ce point de vue-là. Mais on constate, ça a été dit par Hassine, on constate la vigilance du peuple algérien et le combat tous les vendredis là-bas, les mardis et les dimanches dans la diaspora. Justement, je voulais parler avec vous, Hassine Chedel, de cette vigilance des citoyens, donc de l'Algérien. Est-ce que le régime, aujourd'hui, on voit, est-ce qu'ils sont toujours, on va dire, chassés par les citoyens, ici à l'étranger et en Algérie? Et est-ce qu'on va revoir encore ces images, comme au début, comme c'était le cas au début du Hirak, les ministres qui ne pouvaient pas sortir dans la rue, les liwali qui ne voulaient pas, qui ne pouvaient pas faire des visites sur le terrain? Exactement. Moi, je pense que le pouvoir, je dis normalisation, légitimation, tentative, tentative, oui.
ils essayent de créer, d'envoyer une image subliminale. Oui. On est là, Voilà. on ouvre des dossiers. Surtout à travers leurs médias, Houssine Jidel. Oui, tout va bien oui, sur les médias algériens. Oui, mais tout va. Dans les médias, demain, on peut même nommer Tebboune le roi des rois. Ouais. Oui, dans la réalité. Mais les Algériens, ils sont dans la rue. Ils savent bien que, comme vous venez de le dire, ni ministre, ni wali ne peut travailler dans l'état actuel des choses. Vous savez que nous, on est en relation quotidienne avec le terrain. Le simple responsable dans une administration quelconque, il refuse de prendre une décision, de signer un document. Pour la simple raison, il dit, moi je ne sais pas. Les gens qui ont signé, ils sont allés en prison. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de vision. Et puis, on a tous remarqué qu'il y a un conflit à l'intérieur du commandement militaire et à l'intérieur du système. Il est clair dans les décisions dictées à la justice, libérer ceci et remettez cela en prison. C'est des décisions contradictoires. On a assisté au même scénario, par exemple, ce qui s'est passé avec Soufiane Djilali. Oui. C'était le même scénario qui s'est produit avec Karim Younes. Un chef de l'État, il dit d'une façon, c'était Ben Saleh, il disait d'une façon officielle qu'on va libérer les détenus, qu'on va libérer aussi les médias et qu'on va essayer d'alléger les conditions sécuritaires, etc. Et finalement, 3 jours après, Gaïd Saleh refuse tout. La même chose, le moment où Soufiane Djilali se pique de dire que le pouvoir il est ouvert, il était il était très optimiste, M. Djilali comme d'habitude. Trop pressé, surtout. Trop pressé, oui, mais bon, ça c'est un jeu politique qu'il fait. Il fait un jeu politique, mais bon, on juge les faits. Il a dit que Farsaoui sera libéré. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'autre parti du pouvoir, la décision contradictoire, maintenir Farsaoui et les autres en prison. Donc il y a un problème au sommet de l'État. Exactement, ça et c'est pour cela, moi je pense que les 3 personnalités qui sont dignes de confiance, qui sont Ibrahimi, Hamrouche et Ben Bitour, ils sont allés voir Tebboune juste pour entendre est-ce que Tebboune est chargé par le commandement militaire d'élaborer une sortie de la crise, d'accepter les revendications du peuple ou non. Et c'est pour cela, moi j'étais... Ces personnes n'ont pas communiqué justement ce qui se passe. Justement, ils n'ont pas communiqué. Beaucoup de gens ils l'ont attaqué. Moi je ne suis ni Hamrouchiste, ni Ben Bitour, ni etc. Oui. Moi-même, j'ai eu des altercations avec M. Ben Bitour ici en France quand il a voulu se porter candidat en 2013 et moi j'étais dans une réunion et je lui dis les quatre vérités en face. Donc, mais c'est un homme qui reste un homme respecté, comme Ibrahim, etc. Oui. Je pense que les gens qui l'ont attaqué, ils l'ont mal compris. Quand le régime cherche des intermédiaires pour lâcher un petit peu ou pour essayer ou pour sonder est-ce qu'il y a une possibilité de lâcher ou de ne pas lâcher, il ne faut pas attaquer ces gens-là. Ce sont uniquement des intermédiaires. Ils ne sont ni représentants de l'Harak, ni sont chargés par le Harak de transmettre quelque chose. Non, ils n'ont pas. Ils sont là, et la preuve, ce sont les 3 personnalités pour moi. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 personnalités qui peuvent conduire une certaine... jouer le rôle d'intermédiaire. Et qui ont été même revendiqués par le Hirak au début. Oui. Au mois de mars, au mois d'avril, on parlait de Talb el-Ibrahimi, on parlait de Ben Bitour, on parlait de Hamrouche. Oui, Hussein, en politique, on sait bien qu'on finira par des négociations. Pas par un dialogue, négociation. Le régime, pour remettre le pouvoir au peuple algérien, il a besoin des personnes de confiance. Le régime n'a pas utilisé ni le terme négociation ni dialogue en ce moment. Il parle de concertation. Non, on n'est pas encore là. Mais on a besoin aussi des personnes auxquelles le Hirak leur accorde une certaine confiance. Et ces gens-là, ils sont là. Les gens qui sont en prison. Attendez, les gens qui sont en prison, ce ne sont pas des intermédiaires. Pas du tout. Ce sont les futurs interlocuteurs, et c'est différent. Et ils feront partie des futurs interlocuteurs du régime. Par contre, ces 3 personnalités sont là uniquement pour jouer le rôle entre le pouvoir qui détient les clés de l'Algérie et la population qui n'a pas encore désigner ses représentants. Donc, en allant solliciter ces 3 personnes, c'était dans le but justement d'écarter les gens qui sont en prison aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est que dans le jeu de pouvoir, on a toujours, on met 2-3 plans en route. Donc,
Et je pense qu'il y a peut-être dans le pouvoir une frange qui veut y aller vers une certaine ouverture. Une certaine ouverture. Et donc, il y a une autre qui, qu'on l'a vu avec Gaïd Salah, qui représentait le noyau dur, qui refuse toute concession avec le peuple algérien. Donc, dans ce jeu de pouvoir, on a besoin de ça. Oui, Hassan Kharsha, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Très franchement, moi je pense que ça va dans le sens des manipulations habituelles que nous avons connues depuis des décennies. C'est-à-dire essayer de faire semblant, essayer de faire de la diversion. Oui. Moi je pense que... Mais le Hirak a compris tout ça. Oui, j'espère bien. Je le pense, oui. Je pense que c'est une erreur tactique et stratégique de la part de ceux qui sont allés voir le président. Pour la simple raison que pour aller le voir, il faut attendre des gestes forts. Parce que nous sommes dans la même configuration. C'est quoi les gestes forts aujourd'hui? Les gestes forts, c'est par exemple que tous les prisonniers soient libérés. Oui. Il n'y a aucune raison d'aller discuter, même si c'est pour s'informer, tant que les représentations significatives du mouvement hirakiste sont en prison et injustement en prison uniquement pour leurs opinions. La deuxième, c'est que les médias publics et parapublics cessent justement leur propagande et puissent accueillir des Ali Belhadj, des Saïd Saadi et je ne sais pas qui encore. Alors, Sofiane, dans ce cas, Sofiane Djellali, il était invité un peu en ce moment par tous les médias. Mais on l'a quand même attaqué. Et j'ai vu les militants de Djil Jadid qui ont riposté aujourd'hui. Ils ont dit comment ça? Vous êtes en train d'appeler à l'ouverture du champ médiatique depuis 6 mois et maintenant on n'a pas le droit d'aller quand même parler dans ces médias. Je pense que c'est une erreur parce que y aller aujourd'hui, c'est totalement prématuré. Il faut attendre des gestes forts. Il faut attendre que M. Tebboune, qui est maintenant au poste de président, qu'on le veuille ou non, puisse montrer qu'effectivement, il y a un changement. Et non pas un changement dans la continuité. Mais et non pas un changement aux amis aussi. C'est que le peuple, peut-être, il est en train d'attendre à voir Mohsen Belabès sur ces plateaux. Celui qui n'a pas négocié ou qui n'a pas accepté de le voir. Voir Ali Belhadj, par exemple, sur Al-Bilad TV. Voir des gens qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne cautionnent pas leur politique. Oui, mais comme dit Hassan, non. C'est-à-dire, ces gens-là ne sont pas désignés par le Hirak de négocier. Oui. Maintenant que le pouvoir, il prend contact avec ces gens-là, on ne va pas tarder là-dessus, c'est-à-dire qu'il prend contact avec des gens pour leur dire, mais écoutez, on a besoin de votre statut. Mais on est bien d'accord que c'est de la diversion. Oui. Non, attendez, je pense que il n'y a pas que la diversion. Il y a un aveu. Le régime militaire, le commandement militaire est dans l'impasse. Je vous pose la question. Comment ils vont faire pour vider les rues? Ils sont rejetés par le peuple, ils sont boycottés par l'étranger. Ils n'ont aucune vision. Il y a une crise économique qui arrive. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire travailler ce gouvernement? Comment vous allez dire à vos partenaires étrangers que vous maîtrisez la rue, que vous maîtrisez la situation? Vous ne maîtrisez pas la rue, vous ne maîtrisez pas l'appareil administratif, vous ne maîtrisez rien. Comment vous allez faire? Je pense que... Il faut qu'ils changent de paradigme et qu'ils répondent tout simplement aux revendications du Hirak. Exactement. Voilà. Mais ça, pour porter, est-ce que le commandement militaire, il a commencé à donner des signes qu'il y a une possibilité d'accepter les revendications du peuple? Il va le transmettre à travers Tebboune. Personne ne va le croire. Il va le transmettre à travers qui? On peut le croire s'il y a des gestes forts, concrets. Alors, voilà. Mais il y a une question qui se pose. Ce sont des conditions sine qua non. Et tout le monde sont sûrs que sans la libération des détenus, sans la libération des médias, sans l'arrêt des provocations et d'arrestations, il n'y a pas de discussion. Mais ça, c'est la chekchouka du régime. Il contacte ce qu'il veut. Ce n'est pas la chekchouka du Hirak. Et donc, nous ne sommes pas concernés par ces contacts. Mais on observe, en tant que militants, qu'il y a peut-être une possibilité. Il est dans l'impasse. Cela nous pousse encore quoi? À l'escalade. Tant qu'on monte dans l'escalade, ce régime, il va céder. Il va céder, il cédera. Hossein, Monsieur Aoussad, je vous donnerai la parole. Il y a juste une tentative du régime de se dire qu'il est fréquentable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Oui, c'est l'image qui essaie de vivre. Monsieur Aoussad.
Ben écoute, il y a plusieurs points. Je résumerai ça en 3 points. Le premier, c'est-à-dire par principe, on dira ça, c'est l'histoire. L'histoire, pour l'instant, il n'y a aucune raison de dire qu'elle a changé. Le régime, là, en place depuis 62, voire même avant 62, il n'a jamais négocié. À aucun moment, dans aucune des crises que le pays, que l'Algérie a connues depuis les années 40, la fin des années 40, les tenants du pouvoir n'ont jamais négocié. C'est-à-dire que la culture du compromis, pour l'instant en Algérie, elle est inexistante. Ils ne connaissent que la culture de la compromission. La compromission ou et le dictat. Ou le dictat, c'est-à-dire que l'abdication est un qui prend le dessus. Ça, on l'a connu. Maintenant, mais disons que les choses quand même ont changé. C'est pour cette raison que jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à cet instant, je dirais qu'il n'y a aucune raison, pas la moindre, de faire confiance à ce pouvoir quand il dit qu'il veut dialoguer. Il n'a pas dialogué, il ne sait pas dialoguer. Ce n'est pas dans sa culture, ce n'est pas dans son paradigme, ni dans son logiciel. Maintenant, les choses ont changé, ils ont énormément changé aujourd'hui. On est quand même 2020, aussi bien au niveau de la communication, aussi bien de l'image de ce pouvoir, aussi bien de l'opposition. On peut-être, ce qui vient d'être dit par Houssine, de ramener ce pouvoir avec plus de pression, plus de, je dirais, de pression de la part du Hirak, à le ramener à changer de paradigme. L'aider, le forcer, le pousser, je ne sais pas, mais il peut, c'est possible. Ça, c'est le premier point. Donc, il n'a jamais dialogué, mais on ne dira pas, parce qu'il n'a jamais dialogué, qu'il ne dialoguera jamais. On ne peut pas insulter le présent, ni le futur. Laissons cette porte de sorte. Deuxièmement, le Hirak, on parle beaucoup de représentation, qui peut le représenter, qui ne peut pas le représenter. Il est irreprésentable. Personne ne peut représenter le Hirak. Oui. Le Hirak, c'est l'Algérie. L'Algérie dans toutes ses composantes, dans toutes ses variantes. C'est vrai, et ça, c'est un besoin et c'est une revendication collective, commune à tous, unitaire. Le changement radical, c'est vrai. Mais qui peut représenter ? On ne trouvera jamais quelqu'un qui va représenter. Mais des gens qui seront représentatifs, je dis bien représentatifs, à savoir qu'ils porteront et ils seront dignes de confiance de porter la parole du Hirak, les revendications du Hirak, oui, ça, on peut le trouver, qu'ils soient en prison ou hors de prison. Oui. Pas forcément les prisonniers. Oui. Moi, je ne dirais pas que forcément les prisonniers. Moi, je connais cette culture assez Hassan. C'est un piège. Hein. Moi, je le connais depuis 40 ans, cette culture, hein, que celui qui est rentré en prison, il est légitime. Non, la prison, elle ne donne pas la légitimité. Personne n'a dit ça. Non, parce que c'est un peu le sous-entendu de ceux ça. Qui sont... Il a sacrifié, il a consenti. Mais ils ont une légitimité. Donc, je connais très bien cette culture. Cette culture. Voilà, alors on la connaît tous. Donc, faisons attention. Oui. Alors, troisième point, pour passer rapidement. Donc, oui, des représentatifs, des personnes qui sont dignes d'être porteuses de la parole du Hirak, oui, il y en a. Il peut y en avoir, et heureusement. Le troisième point, Houssine, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est-à-dire, il y a un pouvoir de fait. Il y a un pouvoir de fait, il y a Tebboune, c'est vrai, du moment, mais c'est la seule condition, moi je dirais, c'est la seule condition. Même les autres conditions préalables, etc., je ne peux pas les poser comme préalables. Ça va de fait, ça va de, je dirais, de soi, qu'on aimerait l'ouverture des champs médiatiques, la libération de ci, etc., etc. Mais si le pouvoir, et quand je dis le pouvoir, c'est-à-dire le commandement militaire, mandate Tebboune, il le fait savoir, il a ses canaux de le faire savoir, qu'il mandate Tebboune pour parler en son nom, pour trouver un compromis, pour trouver une solution. Pour aller vers un processus de transition. C'est une très bonne question qu'on vient justement de soulever. Oui, moi, je reviens juste sur ce qu'il dit, M. Houssine. Deux choses. Premièrement, pour la première fois, nous sommes devant une révolution. Donc les cas des années 60 et même avant, etc., on ne peut pas le transposer. Deuxièmement, le régime, il a négocié avec les terroristes en 1995. Ah ben oui. Attendez, donc quand on dit il n'a jamais négocié, non, il a négocié avec les terroristes. Tu permets juste une petite parenthèse ?
Moi, je connais bien aussi cet événement. Oui. Il y avait deux négociations. Il y avait deux négociations. Celle de Zeroual en personne, en tant que président, qui négociait avec Abbassi Madani et Ali Belhaj. Avec les il est sorti de prison. Mais en parallèle, il y a une autre négociation, c'était celle du colonel Ismaël Ammari, directement avec Madani Mazraoui. Madani Mazraoui qu'on a su par la suite avec des films, des donc c'est ce que disait Hassan Harish, c'était des compromis. Voilà. Donc les négociations, il sait le faire. Quand il est étranglé, parce que pourquoi il a négocié avec eux? Les putschistes ont négocié avec les terroristes et pas avec l'aile politique, les représentants du mouvement politique. Pour la simple raison, parce qu'ils étaient étranglés. On ne pourra pas mettre toute l'armée algérienne sur tout le territoire algérien, 24 sur 24. C'est impossible, c'est intenable. Nous sommes dans la même situation. Ils n'ont aucun moyen de vider les rues. Ils ont tout essayé pour vider les rues. Ils n'ont pas réussi. Alors, ils seront obligés, pas de dialoguer, de négocier. Et là, et c'est pour cela, on dit que moi, je suis, par contre, je ne suis pas d'accord avec une seule condition, libérer uniquement les détenus et on peut négocier. Non. Écoutez, parce que si vous libérez... Oui, c'est-à-dire, on libère les détenus, on laisse les Algériens libres de se déplacer d'une ville à une autre, de se parler, de discuter, de se rencontrer, de se rencontrer. Parce que le jour où le pouvoir, le commandement militaire, dit clairement, et devant tout le peuple algérien, et devant le monde entier, qu'il accepte les conditions du peuple algérien, il faut que les Algériens engagent quelqu'un qui va parler avec ce régime pour y aller en transition. Oui. Et c'est pour cela, je dis que il y a la libération des détenus, il y a la libération des médias pour que les Algériens discutent aussi à travers les médias, mais aussi la liberté des Algériens d'aller et venir et de discuter. Oui. On emprisonne actuellement des Algériens parce qu'ils ont écrit quelques statuts sur leur Facebook. Ah, exactement. Mais comment voulez-vous, dans ces conditions, le peuple algérien va dans une solution de négociation? C'est pour cela qu'on dit que le régime est étranglé, il faut continuer à l'étrangler, et surtout les militaires. Quand le militaire est en bas, il est tombé, ne lui tendez jamais la main. Parce que le militaire, quand il se lève, le premier geste qu'il va faire, il va en finir avec vous. Ça, alors, donc, continuez, la cadence, ils n'ont aucun moyen que de négocier. Badardine Boualag est avec nous depuis tout à l'heure. Monsieur Boualag, bonsoir. Bonsoir, vous invitez tous ceux qui regardent la Marabia. Merci, Atek Saha. Monsieur Boualag, ici sur le plateau, j'ai l'impression qu'il y a un consensus qu'en Algérie aujourd'hui, il y a deux tebounes. Il y a le teboun des concertations, il y a le teboun des arrestations. Dites-nous quelque chose sur ce point. Je pense que Tebboune ne se sent pas déjà président parce qu'il sait dans quelles circonstances il a été mis là. Aussi, Tebboune n'a pas le pouvoir de décision, il n'est pas libre de ses actes. Alors, quand on voit, quand vous avez dit de Tebboune, ça veut dire il fait ce qu'on lui demande. Ou ce qu'il lui ordonne plutôt. Je préfère le mot ordonner. Alors, Tebboune aujourd'hui, il parle de réconciliation si on veut. Et d'autre part, les arrestations continuent, la répression continue. Ça, c'est vraiment les signes d'un système aux abois, des signes d'un système finissant. Il n'y a que le changement qui peut arriver. Aujourd'hui, ils ont vraiment perdu la boussole. Ils font dans l'excellence dans le populisme, si on veut. Parce que quand on fait tout ce qui peut plaire, alors, vous savez, ils sont dans l'excès du populisme. Tebboune aujourd'hui, on l'a vu même en Allemagne, il a été mis à l'écart, même pour la photo souvenir. Tout ça, en diplomatie, on sait bien que c'est très important, même l'emplacement. On sait que là, ils ont essayé de faire une autre manœuvre pour se voir plutôt, ou bien pour
pour montrer qu'ils ont la légitimité internationale, chose qu'ils cherchaient même avant les présidentielles. On se rappelle de la loi des hydrocarbures et sur le gaz de l'exploitation du gaz de schiste. Tout ça, on avait dit que le système est en train de chercher une légitimité internationale plutôt que nationale. Il cherche l'extérieur plutôt que l'intérieur, alors que on reviendra même jusqu'à congrès de la Soumane pour la primauté aussi de l'intérieur sur l'extérieur. Le plus important, c'est que l'Algérie aille bien. Mais on voit dans leurs manœuvres qu'ils ne cherchent pas à ce que les Algériens vivent bien, mais plutôt qu'eux aient toujours l'aisance de se déplacer partout dans le monde, qu'en contrepartie, hypothéquer les intérêts des Algériens chez les autres. Sinon, Monsieur Boualag, alors qu'est-ce qui se passe au niveau de Sidi Mohamed aujourd'hui? On a vu plus de 18 détenus, je pense, qui ont été 19 aujourd'hui auditionnés. Pour Sidi Mohamed, je leur ai dit qu'il y avait une période d'exception. C'était un tribunal d'exception. Il y a eu une période d'exception où c'était un petit peu calme. Voilà, il y a le retour des arrestations, toujours à Sidi Mohamed. Il y a eu 20 arrestations ce week-end, vendredi. Bon, un peu plus. Certains ont été relâchés tard dans la nuit de vendredi. Pour les autres, ils ont été présentés aujourd'hui devant le procureur de Sidi Mohamed ce matin. On leur a fait une procédure que nous, la défense, réclamons depuis les premières arrestations, qu'il fallait faire des comparutions immédiates, chose qui a été faite cette fois. Oui. Mohamed, encore une exception. Voilà, tout le monde a été libéré. Il y a eu 20 arrestations, comme j'ai dit. 18, la meilleure, c'est 18 personnes ont été accusées d'attroupement. Un vendredi, on accuse des gens, 18 personnes d'attroupement un vendredi, alors qu'il y avait des milliers de personnes dehors. Qu'ils ramènent des milliers d'Algériens et qu'ils les accusent d'attroupement. Il n'y a pas eu 18. Donc, M. Aboualag, il y a un seul chef d'inculpation, c'est ça, attroupement. Non. Il y a 18 qui sont accusés d'attroupement. Oui. Il y a un citoyen qui a refusé de présenter ses papiers pour des policiers en civil. Oui. On n'a pas encore les détails du dossier, mais je suis sûr que peut-être qu'ils ne se sont pas présentés. Un citoyen est dans son droit de demander aux policiers d'abord sa carte professionnelle avant de lui présenter ses papiers. Le deuxième, voilà, une autre exception. Maintenant, ce n'est plus pour, quand on brandit l'emblème Amazir, qu'on risque la prison, mais la détention. Parce que l'un des manifestants était en détention, je dis bien en détention de l'emblème Amazir dans sa poche. Il a été arrêté pour ça. Les 20 ont été libérés. Bon, on ne va pas dire une liberté, mais juste en comparution immédiate. Leur procès a été renvoyé au 7 février. Le 7 février, ils vont passer chez le juge de siège. Ils sont déjà passés aujourd'hui. Là, c'est juste un renvoi du procès. Je pense que le système est toujours dans la même logique. Il n'y a pas eu de changement. Ils essayent de miroiter aux Algériens qui peuvent construire une nouvelle Algérie. Ils parlent de nouvelle république. La république que veulent les Algériens, c'est un état de droit. L'indépendance de la justice n'est pas un slogan, mais c'est un fondement et un pilier d'un état de droit. Eux, ils l'utilisent juste comme un slogan. Ça, c'est propre au régime algérien de récupérer les slogans, les beaux slogans, pour les vider de leur sens, en les appliquant vidés de leur sens. Et c'est ce qui est en train de se passer. Heureusement que le peuple est toujours mobilisé. Oui. Cette mobilisation extraordinaire n'empêche pas tout ça. Il faut juste augmenter la pression, parce que aujourd'hui, on sent qu'il y a, avec ces arrestations d'aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté d'entretien de cette révolution, parce que parfois il faut, quand on parle de vigilance, même le système a besoin de ça pour s'installer. Il faut rester vigilant, il ne faut pas perdre l'objectif de vue, et il faut toujours garder le même objectif, celui d'un changement radical du système à travers une assemblée constituante. Eux, ils sont en train de fuir ça, mais le changement radical est devant.
On va revenir, Monsieur Boualag, on va revenir à cette question. Restez avec nous. Je vous poserai une question par rapport à cet étudiant de Biskra, Mohamed Amin Ben Alia. On va regarder cette vidéo là où sa maman justement parle de lui et je vous redonnerai la parole. روحي بداية. أنا مع بن علي محمد الأمين ولدي كنت مسجل برنوس والعلم خرجوا به اليوم حسب الله ونعم الوكيل اللي كان السبب. ولدي تخرج لي يخرج راجل بربي إن شاء الله. ولدي ما دخلش حتى على حاجة ما دخل ولا على كوكايين ولا على غيره ما الدخان ما يتكيفوش. ولدي راجل ولد الجزائر ولدي جزائري ولد الجزائر. دخل بشرف يخرج بشرف بربي إن شاء الله. حسب الله ونعم الوكيل اللي كان السبب. حسب الله ونعم الوكيل. ونوكل عليه ربي اللي السبب في سجن ولدي وحكموا له قرايته وحكموا له مستقبله. حانوته الفرمي وقرايته حابسه. كنت مهية برنوس نخرج به ولدي. مهية برنوس نخرج به ولدي. راح نخرجوا. صحاني دوك على اعصابي مانيش من ولدي قاعد في السجن. من الناس اللي سجنوا. مانيش من ولدي قاعد في السجن هو راجل. Monsieur Boualag, parlez-nous un peu de Mohamed Amin Ben Alia. Mohamed Amin Ben Alia a été arrêté pour des publications sur Facebook touchant Tebboune. Et aussi, il a été accusé d'atteinte à l'unité nationale. Il a été condamné à 18 mois ferme. Un étudiant, vous savez, les cadres de demain aujourd'hui souffrent le martyre avec ce régime. On parle de quelqu'un qui se trouve à l'intérieur du pays, à Biskra. On sait que même à l'intérieur du pays la vie est très difficile par rapport au nord. Ça, on le sait. On le met en prison juste parce que, vous savez, ils ont fait un code pénal sur mesure. Quand on touche la sacralisation il y a eu volonté de sacralisation du poste de président de la République. Alors, dans le code pénal, quand on touche au président de la République, il y a le procureur, le parquet, a le droit à l'autosaisie, s'autosaisit automatiquement, même sur un journal ou bien sur Facebook, ou sur les réseaux sociaux en général, une autosaisine pour engager des poursuites contre n'importe quel citoyen. C'est ça le changement que nous voulons, parce que ça rentre dans la liberté d'expression, dans la liberté de réfléchir, la liberté de donner son avis. S'il a donné son avis contre Tebboune, je pense qu'il ne mérite pas d'être poursuivi. S'ils veulent, ça c'est un signe qu'il n'y a pas une volonté réelle, une volonté sincère pour qu'il y ait un changement en Algérie. Vraiment, en écoutant sa maman, j'ai eu la chair de poule. Je pense que sa maman doit être fière de lui. Il a commencé le militantisme et les jeunes. Monsieur Boualag, surtout que tout ça, justement, c'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'a déclaré Tebboune hier lors du Conseil des ministres, là où il a dit que la nouvelle République doit se focaliser sur l'instauration de l'état de droit qui garantit l'indépendance de la justice et la promotion de la véritable démocratie. Droit martial. L'indépendance de la justice, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un slogan, c'est un pilier pour le fondement d'un réel état de droit. Quand on parle de l'indépendance de la justice, il ne suffit pas de l'écrire sur un papier dans une constitution, parce que toutes les dictatures du monde aujourd'hui, du monde contemporain, qu'ils disent que leur justice est indépendante. Il faut les mécanismes pour garantir cette indépendance doivent être définis. C'est ça l'Algérie que nous voulons. Il ne suffit pas qu'un président dans un conseil des ministres dit qu'on veut installer un état de droit où l'indépendance de la justice sera garantie. Ça ne suffit pas, mais les mécanismes, qu'ils viennent nous parler des choses sérieuses et qu'on parle de la gestion de la carrière des magistrats, qu'on parle du fait que le président de la République ait la qualité du premier magistrat du pays. Qu'on parle de ça. Dans une république, ça ne doit pas exister. Et je pense que le président peut avoir le droit de grâce, mais n'a pas la qualité de magistrat. En Algérie, pour être magistrat
il faut 7 ans d'études supérieures, ou bien être président de la République. Tout ça, j'ai dit, c'est des slogans. Oui. Monsieur Boualag, une dernière question, Monsieur Boualag, peut-être, est-ce que vous avez ou vous auriez des nouvelles sur Tabou, Samir Belarbi, Boumela, Farsaoui? Voilà, vous me donnez l'occasion, encore une fois, de dénoncer le manque de communication de la part de l'appareil judiciaire. Oui. Parce qu'on n'a pas l'information. D'habitude, on nous informe, mais cette fois, on ne nous informe pas. Mais pour Samir Belarbi, il a été différé il y a quelques semaines vers le tribunal correctionnel. Le 27 février, il y a l'audience pour Samir Belarbi, mais pour Boumela et Tabou, si on a toujours le blackout, on ne sait pas. Est-ce que Tabou est toujours en isolation, Maître Boualag? Oui, Tabou est toujours en isolement depuis sa mise en détention. Il est en isolement, il n'a pas la presse, il ne voit personne. Voilà, parce que les visites familiales, c'est une fois par 15 jours. C'est juste sa défense qui lui rend visite pour le moment. Il est toujours en isolement au tribunal, plutôt à la prison de Qaléa. Vous savez, cette prison, il faut que les gens sachent qu'on l'appelle le trou. Hein. Ouais. Alors, voilà, et la prison de Qaléa, c'est une très très grande prison. Là, on l'a mis. En plus, isolé de tout contact avec les autres détenus. Voilà, pour le moment, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont décider de le faire passer en audience. Voilà, je dis que il ne faut pas s'y attendre qu'il soit relâché. Ni Tabou, ni Boumela, ni Belarbi ne seront pas relâchés. Ils vont passer parce que vous avez parlé tout à l'heure de Sofiane Djilali. La réponse, il l'a eu de la part de Tebboune, où il lui a dit qu'il ne va pas interférer dans les affaires de la justice. Je pense que l'interférence dans l'affaire de justice se passe depuis très longtemps. Ça veut dire, il veut dire que même s'ils sont condamnés, la justice, c'est juste la justice qui a fait son travail. Alors tout le monde sait, c'est des détenus politiques, leur arrestation est politique. Ils veulent faire passer certaines choses avant de les relâcher, parce que même s'ils sont condamnés, pour eux, ils vont les relâcher. Il y a certains, entre guillemets, qui passent dans les télévisions, parlent de mesures d'apaisement, et pas que des gens ont été relâchés. On dit que personne n'a été relâché. Quelqu'un qui a purgé sa peine après une condamnation, c'est pas quelqu'un qu'on peut dire qui a été relâché, il est juste sorti de prison après avoir purgé sa peine. Je pense que ce sera le cas pour Boumela, pour Tabou et Belarbi. Tabou est poursuivi, vous savez, il a 2 dossiers, un Tipaza, l'autre à Sidi Mohamed. Celui de Tipaza, les charges sont un petit peu graves, c'est parce qu'il est poursuivi pour des faits criminels, entre guillemets, alors que le dossier est vide. Je pense qu'ils vont lui faire un non-lieu pour Tipaza. Politiquement, je parle pas légalement, je mets un petit peu la loi de côté. Politiquement, il sera juste poursuivi en correctionnel pour lui couvrir la peine, et ils vont sortir le jour où ils vont passer en audience. Merci, Maître Boualag, Yatik Saha. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sahit. On revient ici, donc, oui. Moi, je pense que... Sur les détenus? Oui, c'est les détenus. C'est quand même un peuple aussi grand et un régime aussi petit. Quand une étudiante qui crie, un cri d'une étudiante est une atteinte au moral d'une armée. Non, le Houda, oui. Ouais. Est-ce que c'est une armée, celle-là? Est-ce qu'un président qui est abaissé par une critique est un président? Pour un statut sur Facebook. Ouais, la médiocrité, la bassesse de ce régime s'exprime d'une façon incroyable, alors que le peuple il est en train d'écrire l'histoire, d'écrire la victoire, d'écrire l'honneur et réinstaure la nation algérienne et réinstaure son honneur qui a été confisqué. Mais c'est ça ce que je peux dire. On attend de ce Tebboune, de ce Tebboune ou Tefoun, comme ils disent certains, qu'il nous restitue, lui-même il a dit, qu'il nous restitue, s'il a du pouvoir, qu'il restitue les fortunes
détourné par ses parents et ses amis avec qui il a partagé plusieurs années de pouvoir, qu'il le fasse. Et ça, c'est là, les Algériens, certains Algériens vont le prendre au sérieux, ils vont croire à ses promesses et à ses mascarades et à ses déclarations. Je ne sais pas si cela est suffisant ou pas pour le prendre au sérieux. M. Hersh, sur les détenus. Oui, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de décalage. Il y a d'abord les effets d'annonce qui veulent que M. Tebboune veut construire un État de droit, qui veut venir à la démocratie, libérer les médias, etc. Et pendant ce temps-là, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des arrestations de simples militants, des arrestations de journalistes, des arrestations de militants connus, etc. Oui. Donc, ces messages contradictoires font que nous sommes en présence, en fait, d'une reproduction du scénario. Parce que depuis 1962, on reproduit exactement les mêmes discours, les mêmes schémas. L'Algérie démocratique qui est du côté des peuples qui sont réprimés, qui sont opprimés, etc., etc. Mais que dans la réalité, c'est un discours vide, totalement vide. C'est-à-dire que, ça vient d'être dit, le Hirak est en train de vouloir construire l'Algérie, est en train de se poser des questions sur quelle éducation demain, quelles institutions demain, de comment faire participer l'Algérien à l'échelle locale, régionale, nationale, etc., pour qu'il y ait une véritable démocratie à tous les niveaux, une démocratie de proximité. Il y a aujourd'hui des questionnements au niveau économique, effectivement, vous l'avez bien souligné tout à l'heure, M. Ghasmi, qu'il y a une fragilité économique comme nous ne l'avons jamais eue depuis 30 ou 40 ans. Donc l'Algérie est en danger face à ce qui se passe autour de nous. Et donc, au lieu justement de donner la possibilité aux Algériens d'être acteurs, d'être copilote de son avion et non plus simplement passager, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reproduit des scénarios de fourberie, de tromperie, à savoir tout simplement que d'un côté, on annonce qu'on va ouvrir et de l'autre, on est en train de fermer. Justement, c'était ma question pour M. Aoussat. Alors, M. Tebboune, qui va dans ces concertations, on reçoit telle personne, le lendemain ou le soir même, on emprisonne des jeunes. C'est le même Tebboune. Je vais te citer mieux que ça. Oui. Je vais te citer mieux que ça encore, voire pire que ça. En 91, quand il y avait Rosali qui allait en négociation, il va à Belmodraïs voir Cheikh Sahnoun. Cheikh Sahnoun, sa maison est là et la mosquée, elle est là. Pendant que Rosali est en négociation avec Cheikh Sahnoun, chez lui, face à face, la maison de Cheikh Sahnoun, il l'a reçu dans le bureau, elle était en train d'être cambriolée. Elle était en train de cambrioler de fond en comble. C'est le même scénario. De fond en comble. Qui peut oser, alors qu'il y a toute la sécurité, etc., autour de la petite mosquée de Belmodraïs, qui va oser ça? Donc, tu vois un peu, c'est le pire scénario, quoi. C'est pas seulement le chef du gouvernement, il est en train de négocier, et les services, ils sont en train de faire l'inverse. C'est pareil. Tebboune est en train de négocier, de dire, je vais suivre de près la question des prisonniers. Donc ça ne voudrait pas du tout dire qu'il y a un conflit au sommet. Non, c'est juste la stratégie du régime, c'est tout. Il n'y a pas de conflit au sommet. Au sommet, il y a toujours deux fers dans le feu. Il y a une répartition des rôles. Il y a une répartition des rôles. Voire parfois à deux, et parfois elle est à trois. La répartition, elle se fait en deux parties, parfois elle se fait en trois parties. Ouais. Là, on ne sait pas exactement, mais au moins il y a deux. Mais pas que le bâton. Le truc, c'est l'officiel et l'officieux, le façade et la coulisse et l'ombre, il y a tous ces facteurs-là qui rentrent. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. En parlant des prisonniers, puisque là, on termine avec ce volet, il ne faut pas oublier une chose quand même, que le pouvoir, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, maintenant, pendant que nous discutions, d'ailleurs, hier, au siège du FFS, il y a eu une réunion pour les familles des détenus des années 90. Oui. C'est même pas des tribunaux normaux, c'est des tribunaux spéciaux.
d'exception mis en place par une clique de généraux putschistes qui ont fait un coup d'État. Donc des juges et des magistrats qui étaient cagoulés. Ils portaient des cagoules. On ne voyait même pas leur visage. Et encore moins, on ne connaît même pas leur nom, c'est-à-dire même pas leur visage. Et les dossiers, comme vient de dire Cécile Houssine, vides, on les a condamnés à des peines que jusqu'à aujourd'hui perpètrent. Hier, il y a eu à La Réunion une fille, Rahima, fille de Rahmouni, qui a fait pleurer toute la salle. Son père l'a laissée, elle avait 9 mois. Il a laissé 3 filles derrière lui. Une de 4 ans, une de 2 ans, une de 9 mois, elle vient d'avoir son master, elle raconte, elle a dit, il n'a pas assisté quand j'ai réussi le BE1, il n'a pas assisté quand j'ai réussi le bac, quand j'ai eu ma licence. Il a envie de sentir son odeur. Voilà. Pendant toutes ces années-là, c'est ce pouvoir-là, c'est le même pouvoir. Ne l'oublions pas, c'est ce même pouvoir-là c'est un pouvoir hagar. Tu sais ce que c'est un pouvoir hagar? C'est un pouvoir hagar. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est divin. Il y a quelque chose de divin, il faut le dire, dans le Hirak. Il faut tenir le Hirak. C'est la seule, et je dirais unique. Mais bien sûr, quand je dis c'est la seule et unique, parce qu'on lui donne le sens que j'aimerais, Inch'Allah, avoir tout à l'heure 1 minute pour rajouter. Donc voilà, pour moi, le Hirak, c'est une arme, je dirais, la seule aujourd'hui que le peuple peut et détient pour renverser, pour dégager, pour changer ce régime. Pourquoi? Entre autres, le mot a été dit d'une certaine manière par Hussein tout à l'heure, c'est que le pouvoir, contre toute attente, il a joué le jeu du pacifisme. Donc aujourd'hui, il ne peut pas utiliser la force. Le peuple, ça fait 48 vendredi qui sort, donc le pouvoir, il est obligé de continuer à jouer le jeu du pacifisme. Et donc, sauf que ce pacifisme, encore une fois, il joue en faveur du peuple et non du pouvoir. Et donc, maintenant, il reste juste un plus à rajouter. Et c'est à nous tous de réfléchir sur ce plus-là pour carrément renverser, je dirais... Il faut qu'on avance, on a un dernier sujet, c'est le Conseil des ministres de Tebboune hier. Il a rencontré donc ses ministres, Conseil des ministres, mais on a remarqué l'absence des secteurs les plus touchés aujourd'hui, qui vivent une crise, à savoir l'intérieur, la justice, l'éducation, l'extérieur et l'information. Aucun mot sur ce secteur. Encore une fois, le régime actuel, avec sa façade actuelle, ce que je disais tout à l'heure, il fait comme si. Donc il va faire effectivement un conseil des ministres, il va donner des images, on va en parler dans les télévisions publiques et dans les télévisions privées, mais inféodées au système. Donc c'est un non-événement qu'il y ait un conseil des ministres. Ça va dans l'ordre des choses du système, dans le calendrier du système, mais ça ne va pas du tout dans la feuille de route du Hirak. Ça me semble évident. Maintenant, si M. Tebboune, ou même ceux qui le crédibilisent, veulent montrer qu'effectivement ils veulent faire quelque chose, que quelque chose se prépare, qu'ils nous disent exactement ce qu'il veut, quelle est sa feuille de route, quelle est sa vision, pour reprendre ton expression, et puis qu'ils nous disent qui l'empêche vraiment de concrétiser cela. Qu'ils nous disent, écoutez, peuple algérien, voilà ce que j'ai envie de faire, mais malheureusement, l'armée m'en empêche, ou la police m'en empêche, ou le FLN m'en empêche, etc. Qu'il ait le courage de désigner quels sont les freins pour répondre aux revendications des Algériens. Sinon, il n'aura pas de crédibilité. Monsieur Djedel, sur le même sujet, et comment, dernière question, comment dynamiser le Hirak aujourd'hui? Il n'a même pas cette capacité de faire ça. J'ai dit bien Oui, Tebboune, il n'a qu'à voir les 2 images. Encore en 2020, les Algériens font la queue pour un sachet de lait, ou ils font la queue pour une bouteille de gaz dans un pays aussi riche et producteur du gaz. Donc, n'espérez rien
de cette bonne, ni de ces ministres. Non, je dis pas. On parle bien de ceux qui veulent crédibiliser. Oui, on est bien d'accord. Je ne m'adresse pas à vous. Okay. Je m'adresse à ceux qui ont encore Monsieur Gidel, à l'occasion, parlons aussi de l'état des routes en Algérie. On a vu l'accident d'hier de l'Oued, plus de 20 morts, plus de 48 blessés. Exactement. On présente les condoléances à toutes les familles. Et malheureusement, ça arrive, on ne sait pas la cause. Mais je veux dire par là, il n'y a rien à faire avec ce régime. Ce régime est incapable. Ce régime, il a dilapidé 1300 milliards de dollars. On n'a même pas un hôpital. Un seul hôpital digne. De mot hôpital, on ne l'a pas. Mais pas un hôpital pour eux-mêmes. Alors, je dis, n'espérez pas avec cette bonne et avec ce 39 ministres, aux 39 figurants, qui vont faire quelque chose. Ils avaient l'argent, ils avaient un minimum d'appareils économiques et administratifs qui marchent, ni non plus. Maintenant, ils ont la rue. La rue ne leur appartient pas, l'avenir ne leur appartient pas. L'appareil militaire, l'appareil administratif et économique est en panne, l'argent, il n'y en a plus, et le peuple algérien ne veut plus d'eux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce Conseil de ministres et sur leur programme? Ils ne peuvent rien faire. Sinon, monsieur Gidel... C'est la cadence. Il n'y a pas d'autre solution. Comment aller justement vers un processus de transition? Et est-ce que ce Tebboune ou ce gouvernement pourrait s'acquitter de cette tâche? Tebboune, s'il est chargé par le commandement militaire, la force qui détient le pouvoir, de transmettre un message dans ce sens, on l'a dit aussi. Mais à part ça, Tebboune n'a pas de pouvoir. Les militaires algériens n'ont jamais désigné quelqu'un pour être commandé par ce qui a été... Ah oui. Donc, mais le Hirak, ce qui fait Tebboune, ce qui dit Tebboune, ne concerne les Algériens en rien. Les Algériens continuent leur révolution pacifique, mais on doit y aller dans l'escalade, la décadence, à toutes les formes, même si elle est rejetée. Al-Isyan al-Madani, la désobéissance civile, même si elle est rejetée, il faut que le peuple envisage toutes les solutions pacifiques pour parvenir à ses revendications. Monsieur Aoussat? Très rapidement, en 3 points, je dirais, on connaît la théorie des jeux. Le jeu à somme nulle, à somme négative et à somme positive. C'est-à-dire qu'on peut rester comme ça dans le bras de fer entre les deux côtés et un rapport de force et ça risque de dégénérer, et si ça dégénère, le gagnant sera perdant, comme tout le monde sera perdant. On peut aussi, d'une autre manière, continuer aussi à jouer, je dirais, la durée, mais sauf que la durée ne peut pas durer parce qu'en face, il y a ces défis économiques qui arrivent et qui risquent de tous nous, je dirais, submerger et faire tout échouer. Et il y a aussi un 3e point, d'ailleurs je salue à l'occasion les revendications, les 14 points qui ont été... les étudiants, c'est un bon... pas en avant, c'est une bonne démarche. Il faudra multiplier ça. Et ceux qui pensent, c'est-à-dire qui peuvent parler au nom du Hirak ou système en résonance totale et en harmonie avec le Hirak, peuvent aussi faire de ce genre de revendications. D'ailleurs, je regrette que le point Madaniya, Machi Askariya ne figurait pas dans les 14 points. Ils ont juste parlé que les militaires cessent de pousser d'influencer ou de chercher la décision politique. Décision politique. Il n'y avait pas. Et un 3e point, je dirais, on peut aussi. Il faut rêver, il faut espérer, il faut oser aller vers un compromis inédit, historique, avec ce pouvoir, si possible aussi. Beaucoup de données ont changé, beaucoup de facteurs ont changé, notamment avant, on va négocier avec le pouvoir ou on va pour parler avec le pouvoir sans avoir de moyens de communication derrière. Hirak qui veut ça, c'est le pouvoir qui ne veut pas. Oui, je sais. Le Hirak veut négocier le départ du régime. Un dernier mot, M. Hirsch, parce qu'on est vraiment... Ce que je veux dire, pour résumer, c'est que nous sommes exactement dans la situation de Gaïd Salah sans Gaïd Salah. C'est-à-dire, on est toujours... Rien n'a changé. Absolument rien. Tout à fait. Donc, s'il y a une volonté politique de changement, c'est à l'armée, via le président qu'ils ont désigné, de nous montrer
une bonne volonté. Et cette Donc, bonne vivement le volonté... Hirak au sein de l'armée? Pardon? Vivement le Hirak au sein de l'armée? Je ne dirais pas ça parce que notre armée doit être absolument préservée, surtout Oui. en ce moment. Nous avons besoin, encore une fois, d'une armée forte. Nous avons besoin d'un service de renseignement totalement performant. Nous avons besoin d'instruments militaires extrêmement importants. Oui. Mais pour l'avoir, il ne faut plus que l'armée s'occupe du politique. Il faut qu'il s'occupe de la chose militaire. Donc aujourd'hui, s'il y a une volonté vraiment de changement, c'est au pouvoir de faire des gestes forts. Oui. Parce que le Hirak est dans la résistance jusqu'à ce que les portes soient véritablement ouvertes et non pas des tromperies habituelles. Ça, je crois que le peuple algérien, maintenant, il est conscient des enjeux, beaucoup plus que la classe politique, et le danger, c'est que des éléments de la classe politique aillent comme ça en ordre dispersé et donnent de la légitimité au pouvoir actuel et en faisant semblant qu'ils sont là juste pour écouter, etc. Ça, c'est un danger. Ils peuvent communiquer aussi derrière pour y dire que ce n'est pas parce que nous sommes allés le voir qu'on lui donne les Il n'y a aucune raison valable de faire ce genre de démarche. Monsieur Hiresh, il ne représente rien. Il ne représente rien. Qu'il représente qu'il aille voir Tebboune ou qu'il n'aille pas, ça ne change pas la réalité. Justement, non. Vous ne pouvez pas ils ne sont pas mandatés. Non. Écoutez, ils ne sont pas mandatés. Ils ne sont pas hirakistes. Ils étaient presque tous dans le pouvoir. Tous, sans exception. Ils étaient tous au pouvoir, y compris les partis qui ont été agréés, comme Djidjadid, etc. Ils étaient dans le pouvoir. Donc, ils n'ont rien de légitimité à proclamer. La légitimité sera donnée par le peuple dans un jeu démocratique clair. Nous avons 30 ans, c'est le pouvoir qui donne les quotas, il n'y a aucune représentativité du peuple. Et le Hirak n'a pas de représentant. C'est le jour où les militaires décideront on est bien d'accord, on dit la même chose. Vous dites la même chose. Donc résistance. Merci Hassan Hiresh, merci Nourdine Aoussat, merci Hussein Djidel, merci Nourdine Bedardine Boualak, merci Karim Naïtou Suleiman. Cette émission arrive à sa fin. Merci à vous toutes et à tous.